Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de Patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre-à-terre, dynamiques et passionnés. Disponibles et transparents, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, les placements, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété, s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier. Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 99 du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, je vous propose une mise à jour sur l'état des espoirs en vue du prochain repêchage de la LNH. Et je suis très heureux de recevoir pour l'occasion Seb Gagné du TSLH Espoir et du podcast Tout sur le hockey. Ça va bien, Seb? Ça va bien, merci. Toi aussi? Ça va très bien. Très heureux de faire un épisode encore une fois cette année pour faire pour approfondir, si on veut, nos connaissances envers les espoirs du repêchage 2025 de la LNH. Vous venez de proposer un épisode de béton là, sur vos listes donc individuelles, donc la tienne, celle de Simon Servin, de Pascal. Donc, vos top 32 qui avaient été présentés en début d'année, ben là, c'est votre liste mid, donc de mi-année, si on veut. L'épisode a été séparé en 3 parties. Et justement, la partie 1 propose les joueurs 32 à 21, une durée de 2h20, donc du gros matériel offert aux gens. Et toi, personnellement, tu viens de publier sur ta page X ton top 32. Donc, je l'affiche présentement à l'écran. J'invite les gens à aller la zioter de manière plus approfondie et d'écouter le contenu du TSLH Espoir. Mais c'est une grosse mi-année là, pour ce qui est du scouting là, des espoirs de la LNH. Oui, assurément. C'est une année qui est. Je vais reprendre les propos de mon collègue Pascal. C'est une année qui est challengeante. Il y a beaucoup de joueurs qui ne performent pas comme on s'attendait, que c'est un petit peu en demi-teinte, des surprises aussi. Fait que c'est une belle année. Pour ceux qui ont l'œil attentif, ils ont peut-être vu certaines surprises sur ta liste. On y plongera de manière un petit peu plus approfondie. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est une mise à jour de certains joueurs, mais c'est surtout pour approfondir vos connaissances envers divers espoirs qui pourraient sortir en première ronde. J'aimerais vous référer nos auditeurs à un épisode que j'avais fait avec Simon au mois de novembre. Donc, je ne m'attarderai pas sur tous les mêmes espoirs. Certains ont un profil relativement similaire. D'autres, leur statut a changé. On le verra pour 2 ou 3 joueurs. Mais pour aller plus en profondeur sur certains espoirs que je vais passer un petit peu plus vite aujourd'hui, j'aimerais vous référer à la liste à l'épisode que j'ai fait avec Simon en novembre passé. Donc, on va se lancer si tu veux bien, Seb. On va commencer avec ton top 3. Même si ce sont des joueurs qu'on a déjà discuté au podcast, je pense que ça vaut la peine de faire une mise à jour car leur état a changé. Donc, on a un top 3 définitivement très relevé cette année. Le premier sur ta liste, il s'agit de Matthew Schaefer qui sera blessé pour encore plusieurs semaines. Là. On sait qu'il a subi une grave blessure au dernier championnat du monde junior. Pourrait quand même très bien sortir premier. Deuxième rang, tu as placé l'attaquant du Spirit de Saginaw, Michael Misa, qui est tout feu, tout flamme là, avec ses 108 points, dont 52 buts en 51 parties. Et troisièmement, James Higgins, l'attaquant américain de Boston College, 31 points en 29 qu'on a pu voir avec l'équipe américaine au dernier moins de 20 ans qui a remporté la médaille d'or. Donc, parle-moi de ce top 3 qui, pour beaucoup de listes, est relativement stable. Béton, peut-être des petits changements à l'intérieur de ce top 3-là, mais ça semble un noyau quand même très solide. Là.
Ouais, ben, pour ceux qui ont vu l'épisode avec le TSLH au début de l'année, on parlait d'un groupe de peut-être 5 joueurs qui se détachaient des autres. Sans se discuter, je rappelle aux gens qui nous suivent qu'on ne se parle pas de nos listes, là, donc Ouais, c'est un peu une surprise pour nous aussi quand on arrive pour faire ces podcasts-là. Je pense que le groupe qui se détache, c'est plus rendu un groupe de 3 qu'un groupe de ouais. 5 en ce qui me concerne en ce moment. Matthew Schaefer, moi je pense qu'il revient dans pas long. Je ne sais pas s'il y a eu des updates qui ont été faits, mais on parlait de 6 à 8 semaines au départ pour la blessure avec une fracture de la clavicule. Donc on commence à être pas mal là, mais je n'ai pas eu Ouais. de mise à jour s'il C'est y a un retour mon imminent, là. questionnement aussi sur son état, mais il devrait être bon pour arriver pour la fin de saison de son équipe, là. Assurément. Tu sais, moi, de toute façon, dans le cas de Matthew Schaefer, c'est un gars que j'avais premier déjà au préliminaire, fait que la blessure dans le championnat mondial junior n'a pas rien changé pour moi, malgré le fait qu'il n'a pas eu beaucoup de temps pour se faire valoir. Je pense que petit match et début d'autres matchs, on a quand même vu de quoi il est capable, malgré Une super vedette en devenir, là, définitivement. exactement. Puis on a vu qu'est-ce que ça a donné avec le Canada aussi pour le reste du tournoi après de l'avoir perdu, là. Évidemment que c'est pas seulement la perte de Matthew Schaefer qui a tout changé, mais ça a changé la dynamique de l'équipe, c'est clair. C'est un défenseur qui peut absolument tout faire sur la glace. Il vole. Puis, tu sais, des fois, il peut se faire prendre un petit peu à contre-pied. Il est très, très jeune, là. C'est un joueur qui est presque éligible l'année prochaine. Il est à peu Ouais. près à 2 semaines d'être éligible seulement l'année prochaine. Euh, mais c'est ça, c'est un gars des fois qui va se porter beaucoup à l'attaque, mais il est aussi vite revenu dans son territoire, patineur absolument exceptionnel. Il n'y a pas de faille dans son jeu, honnêtement, Matthew Schaefer. Il a une intelligence hockey qui est off the chart. Puis c'est ça, à moins d'une catastrophe, je pense que c'est un défenseur de première paire assuré, là. On a ce défenseur à haut profil-là. T'ensuis deux attaquants, comme j'ai mentionné, Missa et Higgins. Comment tu les distingues? Comment tu les sépares? Comment donnes-tu une note un petit peu plus élevée à Missa par rapport à Higgins? Parce qu'en bout de ligne, c'est ce qu'une équipe va se demander si jamais Matthew Schaefer sort au premier rang, ou même si une équipe qui a le premier choix au total a absolument besoin d'un attaquant, mais il va se demander comment je peux faire la distinction entre ces deux attaquants très talentueux-là, là. Ben, je vais dire quelque chose qu'on a dit un petit peu dans le podcast, dans l'épisode qui va sortir pour les rangs probablement de 10, 12 jusqu'à 1. Ouais. Tu sais, moi, j'avais Matthew Schaefer premier au prélim. Si on regarde du côté de Simon Servant, qui avait Michael Misha premier, ben, autant Matthew Schaefer m'a donné absolument aucun argument pour le descendre deuxième, autant si j'avais eu Michael Misha premier comme Simon, j'aurais pas d'argument de descendre Michael Misha Ouais. deuxième non plus, avec la saison qu'il connaît. Puis, tu sais, on disait, c'est un gars qui est arrivé un peu avec le couteau entre les dents cette année. L'année passée, il avait un petit peu perdu de son lustre, descendait un petit peu dans les listes d'avant-saison, dans du 8-10, puis Ouais. on s'attendait un petit peu plus. Puis c'est comme si cette année, il est rentré en disant Hey, moi, je suis là, vous ne m'oublierez pas, puis je vais vous montrer que je suis capable. Il avait une excellente fin de saison l'année passée. Son tournoi à la Coupe Memorial, il avait été très, très bon aussi. Puis cette année, ben, c'est juste une continuité de tout ça. Niveau différence, ben, je pense que le rythme de jeu est très, très différent, là. Misha, c'est un gars qui joue beaucoup plus en intensité, avec un tempo beaucoup plus élevé, qui est excellent pour se détacher des couvreurs. Très, très bon tir, qui décoche très rapidement aussi. Euh, Tandis que la vision du jeu est élite. C'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup de choses de très bon à élite. Tandis que James Higgins est un peu plus un gars qui va avoir tendance à ralentir le jeu, baisser le tempo, probablement le meilleur fabricant de jeu de ce repêchage-là là, pour attirer un couvreur puis faire une passe que personne n'a vu venir. C'est fort probablement le meilleur de ce repêchage-là. Mais la grosse différence probablement cette année, c'est que Michael Misha performe peut-être mieux que qu'est-ce qu'on se serait attendu, Ouais, tandis qu'on avait des attentes un peu plus élevées pour James Higgins, qui était vu comme le premier le potentiel numéro 1 de ce repêchage-là avant la saison. Puis c'est pas qu'il fait mal du tout, parce qu'évidemment, s'il est encore classé troisième, c'est qu'il fait des choses de bien. Je pense qu'on a vu plus dans le championnat mondial junior le vrai James Higgins, celui qu'on s'attend de voir. Mais des fois, le fit à Boston College, c'est peut-être pas le meilleur pour lui. Pascal en avait parlé dans notre podcast, c'est que il joue souvent avec Gabe Perreault, qui est aussi un gars qui aime avoir le contrôle de la rondelle. très Puis des fois, créatif aussi, ouais. je pense que ça clash un petit peu les deux ensemble, mais ça reste que c'est tout un joueur de hockey, puis c'est un gars qui peut créer des jeux que très peu d'autres joueurs sont capables de créer. Pour terminer
sur Misa. Ça serait intéressant de voir jusqu'où il pourra mener le Spirit de Saginaw. On le sait, ils ont été les gagnants de la Coupe Memorial l'année dernière, mais en étant les autres, cette année, on les attend. On espère qu'ils vont faire un bon bout de chemin dans les séries de la OHL. Et justement, présentement, à 2,11 points par match. Si on prend les 10 dernières années, les pointeurs des 10 dernières années dans la OHL, il vient au 3e rang des joueurs qui avaient été de 17 ans, qui étaient non repêchés, pour la moyenne de points par match à 2,11 derrière Connor McDavid qui était à 2,55 et Marco Rossi et devant une tonne de joueurs de grand talent. Alors, c'est pour donner une petite idée à quoi sa saison ressemble et à quel point c'est exceptionnel. Puis ça ira pas en diminuant parce que depuis l'arrivée de Yegor Chernyshov avec le Spirit de Saginaw, c'est absolument incroyable le rythme qu'ils ont tous les deux, là. Chernyshov produit un rythme absolument épouvantable lui aussi. Puis tu sais, c'est un autre point un petit peu qu'on a, c'est qu'on n'a pas l'argument avec Higgins de dire ben il y a moins de talent autour de lui, il y a des très très bons joueurs avec lui. Tandis que pour la majeure partie de la saison, Michael Misha a été jumelé à Christian Epperson, qui est un joueur qui jouait dans la USHL l'année passée, qui a transféré dans la CHL cette année, puis qui n'est pas repêché. Puis il jouait avec Joey Willis, qui est un choix de 5e ronde. Ou je me trompe peut-être, je pense que Epperson a peut-être été. Non, c'est ça, il n'a pas été repêché. Joey Willis a été repêché en 5e ronde de son côté. Fait que c'est pas, on ne peut pas lui dire qu'il produisait à cause de ses coéquipiers. Non, définitivement pas. Au 4e rang sur ta liste, un nom qui fait beaucoup jaser. Tu as Carter Bear. Avant d'aller en détail sur le joueur, les partisans des Canadiens vont être un petit peu déçus de le voir aussi haut. Si jamais les équipes de la LNH l'ont à la même endroit que toi, je pense que c'est un nom qui aurait été très, très populaire dans l'entourage montréalais. Ben, c'est agréable de le voir si haut sur ta liste. Il monte sur pas mal toutes les listes aussi. Donc, c'est un centre ou un ailier gauche des Silver Tips de Everett là, avec un certain Landon Dupont. Donc, 6 pieds, 175 livres. Donc, si on regarde juste son frame, ben, c'est pas le plus gros, mais c'est un joueur qui a énormément de chiens, 77 points en 49 parties. Qu'est-ce qui te fait triper autant sur Carter Bear pour être, si je ne me trompe pas, un de tes boys pour la saison, définitivement? Ben, je pense que n'importe qui va voir jouer Carter Bear va avoir un coup de cœur en partant. Puis, tu sais, je pense qu'on rentre un petit peu dans ce que j'expliquais tantôt, où je pense qu'à partir du 4e rang, il y a un détachement qui se fait. Puis, on tombe un petit peu dans de la préférence personnelle, puis dans qu'est-ce qu'on surévalue ou qu'on donne le plus de lustre, si on veut, dans l'évaluation du joueur. Puis, pour moi, c'est le package complet de Carter Bear, il est un petit peu plus unique que beaucoup d'autres joueurs. C'est un gars qui a tout le temps le pied dans le plancher. Un excellent tir. C'est un gars qui est capable de la mettre dedans un peu à la Cole Caulfield, là, avec pas beaucoup d'angle sur la ligne des buts. Très, très bon tir des poignets. Il est capable de jouer à peu près n'importe où, qu'on le mette en position de bumper, qu'on le mette sur une aile, qu'on le fasse jouer à la pointe, même s'il n'a pas beaucoup joué à la pointe cette année, mais sur l'avantage numérique, il est capable de jouer à la pointe aussi. Puis très polyvalent. Comme tu as dit, c'est un centre / ailier gauche. Il a beaucoup plus joué à l'aile cette année, mais il a joué un petit peu au centre aussi. Un autre joueur qui a changé beaucoup de compatriotes de trio cette année. Okay. Il a commencé l'année avec Minkinen, qui est un très bon joueur de centre, mais qui s'est blessé. Puis après, on l'a déplacé. Là, on a joué avec des gars quand même beaucoup moins talentueux. Puis il a toujours produit, il a gardé le même rythme, il n'a même pas diminué depuis le début de l'année. Puis, tu sais, des fois, ces joueurs-là, tu vas te dire, ben, là, je ne veux pas diminuer son niveau de talent, mais même à talent égal, l'acharnement puis le gaz qu'il va donner tout le temps, des fois, va lui permettre de produire. Parce que je pense que si on prend le talent brut, j'ai des joueurs que j'ai derrière lui qui ont plus de talent que lui, mais qui amènent moins, tant qu'à moi, dans l'ensemble du package. C'est aussi... En tout cas, c'est difficile à dire là, parce qu'on fait nos top 5 à la fin de l'année, mais c'est à peu près assuré que c'est un gars qui va être dans mon top 5 des meilleurs attaquants défensifs aussi. Okay. Très, très bon dans son territoire. Excellent en relance. Je sais qu'il y en a qui ont reproché un petit peu sa vitesse de séparation. Moi, je trouve vraiment pas que c'est un problème, mais c'est ça. Fait que il y a un package vraiment, vraiment complet. Il y a du chien, il frappe après les sifflets, puis il joue tout le temps un petit peu sur la ligne. Tu sais, c'est rare qu'il prend des mauvaises punitions.
mais il va tout le temps avoir le petit côté baveux, le petit côté arrogant, le petit côté dérangeant qu'on aime bien avoir sans coûter généralement à son équipe. Comment penses-tu qu'il va gérer la pression qui va être mise à son endroit jusqu'à la fin de la saison? Là, Carter Bear, contrairement à Schaefer, c'est un late, donc sa fête est en novembre. Donc, il a déjà fait 2 parcours éliminatoires avec Everett, dans lesquels il a eu un impact moindre définitivement à sa première année. L'année passée, quand même une présence intéressante, mais le parcours d'Everett n'a pas été très long. Là, cette année, Everett est au sommet du classement de la WHL. Il y a de la pression sur eux, pas seulement sur Carter Bear, mais sur eux. S'il a un bon parcours éliminatoire, ben peut-être que ça va aider justement à atteindre un top 5 au prochain repêchage. Est-ce que c'est un gars qui, selon toi, va être capable de produire sous la pression, là? Ben, je pense que de la pression, il y en a eu toute l'année, justement, avec les blessures, comme je disais, parce que, tu sais, on a d'autres bons joueurs à Everett. On a des Dominic Raymond. Là, on a Cole Temple qui est arrivé il n'y a pas longtemps, qui était un peu un oublié parce qu'il jouait dans le cimetière de talent avec les Pats de Regina, mais il a été échangé. Puis depuis son arrivée, ça va quand même très bien avec Everett. Tu sais, on a des bons joueurs, mais ça reste que Minkinen était quand même le meilleur joueur de centre de cette équipe-là, qui ont perdu depuis longtemps. Puis sans dire que Bear a traîné cette équipe-là sur son dos, disons qu'il a fortement contribué à ce que cette équipe-là continue à avoir du succès. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on a un Landon Dupont dans l'équipe qui va aider beaucoup aussi. Mais moi, je pense, tu sais, puis évidemment, nous, on ne parle pas aux joueurs. Le fait qu'on se fie beaucoup à nos yeux puis à qu'est-ce qu'on voit. Mais moi, je pense que c'est le genre de joueur, au contraire, qui carbure à cette pression-là. Puis il va trouver le moyen de proposer quelque chose de tout le temps intéressant puis de constant surtout. J'ai jamais vu de mauvais match cette année de Carter Bear. Wow. J'ai pas vu aucun mauvais match de Carter Bear dans tous les matchs que je l'ai vu cette année, puis je dois frôler un petit peu en bas du 20 matchs cette année. Là. Si on regarde justement, on est à 16 matchs, si on se fie exactement sur ta liste qui est à l'écran en ce moment. Donc, ça serait intéressant de le voir dans les semaines, voire les mois à venir lors du parcours éliminatoire de Everett. Au 5e rang, je ne m'y attarderai pas. Tu as Caleb Desnoyers qui est passé du 8e au 5e rang. Donc, une belle progression. On sait les qualités qu'il a en tant que joueur. Il en avait été question avec Simon un petit peu plus tôt dans l'année. Je m'arrête sur ton 6e joueur sur ta liste, Roger McQueen, qui... J'en avais parlé avec Simon ici. C'est un format assez unique, là, le centre de 6 pieds 5 des Wheat Kings de Brandon, sans s'attarder trop sur le type de joueur qu'il est. Ma question pour toi, c'est comment on peut juger un joueur le plus précisément possible qui a si peu joué, là? On est à seulement 8 parties au compteur cette année pour McQueen. Blessure au bas du corps qui est quand même très sévère. Comment est-ce qu'on fait pour le maintenir alors que il ne joue pas? On se fie sur le profil du joueur parce qu'on en regarde d'autres, certains en fait, plusieurs qui sont sous lui sur ta liste, qui doivent bien faire. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu le gardes si haut, McQueen? Ben, en fait, de un, il y a l'espérance qu'il revienne au jeu, qu'on puisse continuer de l'évaluer. Puis, tu sais, je suis pas quelqu'un qui aime jouer trop au yo-yo, dans le sens où je ne vais pas m'empêcher, si j'ai descendu un gars, de le remonter ou vice-versa, mais j'aime pas prendre un gars de 20 puis le monter à 10 puis le redescendre à 25 après, tu sais. Fait que des fois, j'aime mieux prôner la patience un petit peu. Puis dans son cas, ben, il joue pas. Fait qu'à un moment donné, oui, il y a des joueurs qui ont passé un petit peu devant, mais j'ai tout simplement adopté l'approche de je vais être patient, il me reste du temps jusqu'à la fin de l'année. On verra s'il revient jouer. Mais tu sais, McQueen, c'est quelqu'un sur qui on se fie beaucoup au niveau du plafond. Mais j'avais parlé un petit peu au podcast préliminaire. Je trouve pas ça impressionnant non plus niveau statistique que le gars roule à peine plus qu'1 point par match dans les 8 matchs qu'il a joué. Puis là-dessus, il y a 4 buts à son premier match. Donc, si on enlève ce match-là, il était à peu près à 1 point par match. Fait que, tu sais, 1 point par match, quand tu parles d'un gars 5e, 6e overall, c'est un petit peu flipper un 25 sous. Parce que oui, tu sais, des fois, tu te dis, est-ce que si ce gars-là est à 6 pieds 1 puis 180 livres, est-ce qu'on en parle autant? Tu sais, là, il y a un peu le profil licorne, là. Oui, Mais c'est ça.
le package est là, fait que ça va être de voir, de un, est-ce qu'il revient au jeu? Puis de deux, qu'est-ce qu'il fait quand il revient au jeu? Parce que là, il y a beaucoup de temps à rattraper depuis le début de l'année. Là. Les gars, le tempo augmente à mesure que la saison à l'avance, puis ça va être de plus en plus difficile. Mais on commence un petit peu à avoir une vibe à la Caden Lindstrom avec lui. Ben, c'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que certaines équipes pourraient être plus timide dans son cas s'il ne revient pas au jeu. Même si Caden Lindstrom est quand même voué à un bel avenir, reste que sa progression est complètement ralentie cette année. Donc, je ne serais pas surpris que certaines équipes soient un petit peu plus froides à l'idée de le sélectionner. On passe au 7e joueur sur ta liste et j'adore le voir aussi haut. En parlant d'un joueur, on y faisait allusion en parlant de Carter Bear, mais parlant d'un joueur qui monte sur les listes, je pense que lui, c'est le plus bel exemple. On parle ici de Jake O'Brien, le centre de 6 pieds 2, 170 livres des Bulldogs de Brantford. Donc, sur ta liste par rapport à ton préliminaire de cet automne, il est passé du 28e au 7e rang. 80 points en 55. C'est un attaquant ultra talentueux. Parle-nous de lui un petit peu, puis ce qui fait que tu l'aimes autant. Ouais, ben, premièrement, la première des choses, c'est, comme j'ai parlé dans l'autre podcast, c'est que c'est un gars que j'ai mal classé tout simplement au préliminaire. Okay. Un petit peu un concours de circonstances où je pense que j'ai été un peu malchanceux dans mes visionnements aussi. On voit les mêmes matchs, mais des fois, tu peux par hasard tomber sur des moins bons matchs ou sur des très bons matchs. Puis quand l'échantillon est plus court en début de saison, plus restreint, ben c'est sûr que ça change la donne un petit peu. Mais l'erreur que j'ai faite dans son cas, dans mon classement préliminaire, c'est que on dirait que j'ai comme tout oublié qu'est-ce que ce gars-là avait fait l'année passée. Puis c'est un gars qu'on avait vu beaucoup parce que c'est une équipe on avait regardé pour Marek Vanacker beaucoup l'année passée. Ouais. Puis c'est ça, début plus difficile cette année pour Jake O'Brien. Je cherchais un petit peu. Vanacker s'est blessé aussi, donc ça n'a pas aidé. La chimie avec Nick Lardis n'était pas vraiment là. Fait que, tu sais, puis moi, vu que je l'avais vu beaucoup l'année passée, ben, c'est un gars que j'avais un petit peu mis de côté, puis je m'étais dit, je vais le revoir plus tard. Puis je l'ai revu un match ou deux avant de closer notre liste préliminaire, puis ça n'avait pas été fameux. Fait que, évidemment, tu devineras que si maintenant il est 7e, c'est que les choses ont changé beaucoup depuis. Il y a eu des bons visionnements sur lui, je pense. Exactement. Entre le préliminaire et la liste de mi-saison, ça a été complètement différent. Puis, tu sais, pour ceux qui n'ont pas vu le match des meilleurs espoirs entre les États-Unis et le Canada, ouais. Allez voir, les matchs, en fait, il y avait 2 matchs. Allez voir ces matchs-là. Puis le deuxième, surtout, Jake O'Brien a été le meilleur joueur sur la glace, toute équipe confondue. Très solide. C'est probablement c'est assurément un des meilleurs fabricants de jeux de ce repêchage-là. Il est capable de vendre n'importe quoi à un joueur pour faire de quoi de complètement différent. Il a des yeux tout le tour de la tête. Je pense que la constance est encore un petit peu un défi dans son cas, mais ça va beaucoup, beaucoup mieux. Vanacker est revenu, donc le côté chimie de ce côté-là, assurément, ça fait toute la différence. Mais c'est ça. Puis tu sais, c'est un joueur complet, c'est un joueur qui est capable d'être physique quand il veut. C'est un gars qui a des très, très, très bonnes mains, qui a un bon tir, pas beaucoup de faiblesse. Fait que si on prend vraiment le plafond, le potentiel de ce gars-là, c'est un des plus gros plafonds, à mon avis, de ce repêchage-là. Une autre équipe qui va très bien dans la OHL et qui sera intéressant à suivre dans les prochaines semaines et dans leur parcours éliminatoire. Jake O'Brien, un nom à surveiller. Je me suis mêlé, par exemple, je pense que c'est dans le match des meilleurs espoirs de la OHL que je parle où il a été vraiment, vraiment très bon et non contre dans les matchs contre les États-Unis. OK. Au 8e rang, Anton Frondel, le Suédois. Je ne m'y attarderai pas. Je voudrais plus parler un petit peu de son coéquipier avec Drew Gardens, Victor Eklund, dont il n'avait pas été question à notre podcast à l'automne. Donc, c'est un ailier gauche de 5 pieds 11 qui évolue en 2e division suédoise là, avec Frondel à Drew Gardens. 24 points en 35. On l'avait vu aussi au moins de 20 ans avec l'équipe de la Suède, où il avait bien fait. C'est sûr qu'il avait eu certaines belles opportunités. Quand même, il a mis les points sur le tableau, là, 6 points en 7, mais il s'était quand même démarqué par sa vitesse, sa créativité, ses bonnes mains. Il est passé de la 17e position à la 9e pour toi. Donc, on voit le profil, le petit ailier très doué. Qu'est-ce que tu préfères de lui?
Ben, je pense que tu vois une tendance un petit peu avec Carter Bear, quatrième, puis avec Victor Eklund qui est monté neuvième. C'est un peu le même genre de profil, peut-être un petit peu moins talentueux, je te dirais, si on prend le talent global, un petit peu moins de qualité élite à très bonne dans le cas d'Eklund. Mais c'est le même genre de gars qui a tout le temps le pied dans le plancher, qui travaille très, très fort, qui récupère des rondelles en fond de territoire. C'est un gars en ce moment qui manque cruellement de force physique. Mais je pense que c'est juste une question de temps puis de travailler dans le gymnase avec les étés. Puis, on voit que c'est un travaillant, fait que c'est pas super inquiétant. C'est quand même un gars de 5 pieds 11, là, fait que Ouais. c'est pas un nain non plus. C'est sûr qu'à 5 pieds 9, peut-être que je m'inquiéterai un petit peu plus, mais je pense que c'est une question de temps dans son cas. Mais c'est ça, c'est un gars encore là qui il s'en va chercher des points beaucoup par rapport à son travail. C'est pas le plus talentueux, il est très talentueux, mais encore là, il y a des gars, je pense, en arrière de lui, qui si on prend juste le talent brut, qui sont plus talentueux que lui. Mais je pense que c'est des gars avec qui c'est très difficile de manquer ton coup. Tu sais, des fois, on parle de manquer son coup dans le sens où on va dire, ben, ce gars-là a été repêché trop tôt. Mais si le gars, il joue dans ton équipe et qu'il t'aide pendant 5 10 ans, ben, tu n'as pas nécessairement manqué ton coup. Il faut le voir un petit peu différemment parce que manquer ton coup, c'est le gars qui ne joue pas de match avec ton équipe et que t'as complètement manqué ton choix. Mais Et quand tu arrives avec des gars comme lui, je pense que les chances que tu frappes dans le beurre sont plutôt minces. parfois, les profils aussi du joueur vont changer lorsqu'ils vont faire le saut dans le hockey professionnel de la Ligue nationale. On regarde un Victor Eklund, un allié extrêmement talentueux. Est-ce qu'on a une garantie d'en l'avoir sur un top 6 en tant qu'allié? Ben, peut-être pas. C'est sûr que s'il est repêché dans un rang qui est similaire où tu l'as classé, donc dans un top 10, il y aurait des attentes. Mais comme tu dis, si ça fait un joueur de la LNH qui va produire sur un demi-point par match et qui est fiable dans les deux sens de la patinoire, ben, ce sera ça de gagner. Puis c'est là l'importance d'aller chercher des valeurs sûres, surtout quand on est aussi haut dans le repêchage. J'aime ta sélection où tu l'as placé parce que oui, qu'on le regarde, on voit son jeu se transposer dans le hockey professionnel nord-américain. Ben, où est son plafond? Peut-être difficile un petit peu à établir, mais on a définitivement un potentiel LNH, ce qui est vraiment intéressant là, dans son cas. Là. Ouais, mais je pense que c'est un gars aussi que son succès offensif va dépendre beaucoup de tout simplement avec qui il est jumelé. Coéquipier, Parce ouais, qu'il peut jouer autant sur une première, deuxième, troisième ligne, puis il paraîtra jamais mal. Puis en ce moment, depuis le début du mois de janvier, il a été jumelé justement avec Anton Frondel. Puis je ne veux pas dire il a fait commencer à produire Frondel, mais Frondel va très, très bien depuis ce temps-là. Puis c'est un complément des deux que ça va très bien. Puis c'est un petit peu ça aussi, c'est qu'Eklund, je pense que c'est un gars que tu sais, je parlais de chimie tantôt avec d'autres gars, mais Eklund, peu importe avec qui tu vas le mettre, on dirait qu'il est capable d'avoir une chimie. Il a l'air facile de jouer avec lui. Fait que, tu sais, des fois, d'avoir un couteau suisse comme ça dans un alignement que tu dis, j'ai un alignement qui est très, très fort, que mon top 6 est très fort, j'ai pas de place pour lui, ben, il va peut-être être un gars qui va être excellent sur une troisième ligne, mais tu peux aussi te ramasser que tu as une blessure à un des membres importants de ton équipe sur un top 6, il est capable de prendre la chaise facilement puis de très bien remplir le rôle. Puis ça, c'est un gros luxe, gros luxe pour une équipe, surtout maintenant avec la Ligue nationale où on sait que les blessures, là, les équipes sont vraiment pas épargnées année après Non. année. Au 10e rang, tu as le défenseur américain Logan Hensler. Je passe au 11e rang et je suis très heureux d'en parler et d'approfondir les connaissances de nos auditeurs sur Justin Carbonneau. Donc, déjà un deuxième Québécois sur ta liste. Là, avoir deux Québécois dans un top 12, ça serait rafraîchissant pour le hockey québécois. On en a besoin. On parlait de valeurs sûres tout à l'heure. On en a deux pratiquement certaines. Là. Carbonneau, un ailier droit de 6 de l'Armada de Blainville-Boisbriand, a baissé de un rang sur ta liste. Donc, tu l'avais haut, il est resté haut. Comme tu as dit, tu ne joues pas au yo-yo. Très, très bonne saison, là, 73 points en 50. Et bon dans toutes les phases du jeu. Il avait été bon en série l'année dernière. Ce serait intéressant de le voir aussi, encore une fois, là, cette année, lorsque ça compte. Là, je parlais d'équipes qui vont bien. Ben, c'est le cas aussi de Blainville-Boisbriand qui sont déjà assurés d'une place en série. Donc, ils vont y être. On les attend. C'est une jeune équipe. Mais j'ai l'impression que Justin Carbonneau va manger ces moments-là et va saisir son opportunité. Là. Ouais, ben, pour moi, Justin Carbonneau, il a le profil parfait de l'attaquant de puissance.
slash buteur très talentueux. Je pense qu'on parle beaucoup, beaucoup de son tir et ses talents de marqueur, mais je pense qu'il est plus que ça. Il est capable d'être un très bon fabricant de jeu aussi. Puis je pense qu'à mesure où il va jouer avec des gars qui sont plus capables de la mettre dedans, un peu comme lui, à mesure qu'il va jouer dans la Ligue américaine puis dans la Ligue nationale, je pense qu'il va être capable de peut-être faire un mi-chemin 60-40 de prendre le tir ou faire la passe. Déjà là, je trouve qu'il y a quand même une diversité qui est plus élargie depuis le début de l'année. C'est pas un gars qui marque juste avec son tir. C'est un gars qui est capable de marquer parce qu'il fonce au filet, parce qu'il prend des retours de lancer, parce qu'il fait dévier des rondelles. Il est bon. C'est un buteur et non juste un tireur. Ouais. Puis, tu sais, il y a du chien, là, on parlait un peu. Il ne faut pas que les autres équipes commencent à. S'il est endormi, c'est un gars que tu laisses dormir parce qu'à partir de ce moment, Faut pas le réveiller. se réveille, c'est un ours. Là. Puis, moi, puis Simon Servant, on est allé voir un match justement à Beaubriand cette année. Puis, affreuse première période pour l'Armada. Les Saguenayens ont pris les devants 3-0 rapidement. On est arrivé au début de deuxième période, puis ça avait commencé à brasser un peu Carbonneau en fin de période. Puis grosse mise en échec dans le centre de la glace. Puis on dirait que là, le breaker s'est allumé, pris les choses en main. Il a commencé à frapper tout ce qui bouge. Il est allé marquer 2 buts, dont un à la fin du match qui a égalisé pour que son équipe finalement gagne en tir de barrage. C'est un autre gamer, un gars que tu veux dans ton équipe qui a l'air capable de prendre la pression sur ses épaules parce qu'il y a eu de la pression toute l'année. Je ne suis pas certain que c'est un gars qu'on va voir sortir au 11e rang, mais je pense que si on regarde 15 à 20, dépendant des équipes et de qui l'aime beaucoup, je pense que c'est quelque chose de réaliste. Peut-être une cible pour le CH avec le deuxième J'allais choix dire, de première je ne veux ronde, pas ramener honnêtement. ça encore une fois uniquement au CH, mais on est dans ces eaux-là là, pour un potentiel sélection du Canadien. Je l'ai vu aussi jouer cette année. Il était avec l'Armada, il était de tous les combats. Donc, c'est sûr que parfois, c'est ce qu'on peut lui reprocher, d'être parfois un petit peu endormi dans certains moments, peut-être un petit peu plus de constance, mais lorsqu'il a la pédale au plancher, il est dur à arrêter. Puis, j'ai l'intention d'aller le voir jouer encore une fois dans les prochaines semaines, mais il est beau à voir aller. Puis, c'est agréable d'avoir un espoir qui est aussi complet, là. Ouais, de plus en plus diversifié aussi, commence à prendre des missions défensives, va être plus impliqué. Ouais, Puis je sais ouais. qu'il y a eu une entrevue qui a été faite avec son entraîneur où il dit que c'est un petit gars qui veut apprendre tout le temps, il n'est jamais satisfait de ce qu'il donne. Tu sais, souvent, ces gars-là, qui sont les meilleurs pointeurs de l'équipe et tout ça, on dirait que des fois, ils vont s'asseoir un peu là-dessus, faire hey, tu ne me montres pas comment jouer, ça va déjà bien, mais de ce qu'on entend, il n'a pas l'air comme ça du tout. C'est moi, je prends les bouchées doubles, je suis jamais assez bon, je vais en faire toujours plus. Fait que moi, c'est le genre de choses que j'aime lire ou entendre sur un joueur. Pour nos auditeurs les plus aguerris vont se demander, là, on est rendu au. Il a été question de 11 joueurs. Là, on a parlé plus brièvement de certains, mais on a mentionné les 11 premiers noms sur ta liste. Et certains doivent se demander où est Porter Martone. Ben, il est là, il figure au 12e rang. Il est passé donc du 5e au 12e rang sur ta liste. C'est un ailier droit des Steelheads de Brampton, 82 points en 44. Donc, les points sont au rendez-vous. On l'a vu avec l'équipe Canada Junior, mais de ce qu'on lui reproche, c'est il semble pas être capable de catalyser son énergie aux bons endroits. C'est un joueur qui doit être frustrant à voir aller dans les dernières semaines. Qu'est-ce qui explique sa chute en ton classement? Ben, dans les dernières semaines, je pense qu'il n'y a rien qui a changé dans le jeu de Porter Martone. Il a toujours été un petit peu comme ça, où c'est un petit peu en demi-teinte, puis c'est le gars que des fois tu ne le vois pas, puis là, à un moment donné, il va te faire 2 chiffres où il a l'air d'être partout. T'sais. On dirait que c'est comme tout ou rien un petit peu. Souvent, les gens, quand ils regardent les listes, puis tu sais, c'est pas un reproche du tout à personne, parce que même dans les premières années où moi je faisais des listes, je fais ça quand même depuis, je pense, 2016, mes listes. Puis, tu sais, c'est quelque chose moi-même que je faisais. Puis avec le temps, un petit peu, on change notre fusil d'épaule, mais on a l'air à oublier qu'on ne fait pas une liste pour une équipe demain matin. On essaie de projeter qu'est-ce que les joueurs vont être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Puis ce que je dis souvent, c'est moi, si je faisais une liste pour une équipe, mettons, pour un tournoi la semaine prochaine, Porter Martone ne serait pas 12e sur ma liste. Là. Si je faisais une liste de joueurs que je sélectionne en ce moment sur ce qu'ils donnent là, Porter Martone serait plus haut que ça. Ce serait dans ton top Mais 10. ouais, mais c'est un gars qu'on voit jouer depuis au moins 3 ans, puis il n'est pas moins bon. C'est juste que j'ai l'impression qu'il n'est pas beaucoup meilleur non plus. J'ai l'impression qu'on stagne un peu dans son cas.
Puis les gars autour, eux, progressent beaucoup, puis on voit des améliorations dans plusieurs sphères. Puis c'est un late aussi, fait que c'est un gars qui est né au mois d'octobre, fait qu'il était pas si loin du repêchage de l'année passée. Puis j'ai l'impression que c'est ça, on commence à tourner en rond un petit peu. Puis oui, si on regarde la feuille des statistiques, c'est impressionnant. Il y a un gros total de points, mais il joue avec un rouleau compresseur aussi, là. Cette équipe-là marque des buts en quantité industrielle. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, il ramasse beaucoup de points là-dedans. Puis je dis pas qu'il travaille pas puis qu'il n'est pas responsable de son succès. Assurément, là, la rondelle, elle va pas dans le but tout seul, puis il ramasse pas des passes tout seul non plus. Tu sais, des fois, on a tendance à dire ah, tu l'as 12e, tu l'aimes pas. Non, les gars que j'aime pas, je les ai pas dans mon top 64. Parce que même les gars que j'ai 63e, ils ont moins de talent, ils ont des drapeaux rouges, mais ils ont quelque chose que j'aime à quelque part dedans. Fait que si le gars il est 12e, c'est sûr qu'il y a plein de choses que j'aime dans son jeu. Mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression que pendant que d'autres gars font ça autour de lui, ben lui, il est un petit peu plus comme ça. Puis qu'à un moment donné, quand je veux le projeter dans le futur, ben les gars qui montent en ce moment comme ça, tandis que lui est comme ça, ils vont finir par le dépasser. Puis il a descendu tranquillement. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas reprendre quelques rangs parce que Logan Hansler, j'ai été patient, mais ça ne va pas très, très bien en ce moment. Fait que c'est un gars que c'est possible qu'il descende. Ça va dépendre de la fin de saison puis des séries aussi. Les séries vont être vraiment importantes pour plusieurs joueurs. Mais mi-saison, en ce moment, les gars que j'ai devant lui, je les voyais d'avant parce que je trouve qu'ils progressent plus ou qu'ils apportent un petit peu plus. Puis, comme tu as mentionné tantôt, le rythme de jeu, des fois, il est un petit peu fatigant. Très légitime. Je vais faire un bond au 18e rang pour parler d'un profil très intéressant, celui de Ivan Ryabkin, un attaquant russe de 5 pieds 11, 200 livres, donc quand même assez costaud pour sa grandeur. C'est un profil intéressant car c'est celui qui a eu le record de points pour les joueurs de 16 ans dans la MHL, obtenu l'an dernier, donc 58 points en 44, donc une saison absolument extraordinaire. On parlait de lui comme un choix top 10 pour cette année. Cette année, il y a eu toutes sortes d'embauches, donc on l'a vu peu, mais tout de même dans la KHL, dans la VHL, dans la MHL aussi, donc les 3 ligues de la Russie, pour finalement faire la transition vers la USHL, donc aux États-Unis, où il a récolté 15 points en 12 avec les Lumberjacks de Muskegon. Parlons un petit peu du contexte qui a mené vers cette. Je sais qu'on n'est pas vraiment, on n'est pas à l'interne, mais tout de même, on doit avoir une idée de. Oui, c'est sûr, le temps de glace et tout, mais qu'est-ce qui a mené à ce transfert vers l'Amérique du Nord? Et parle-nous un petit peu du profil du joueur qui est très talentueux, travaillant aussi, mais pour qui les choses ont été moins réussies par moments cette année. Ben, premièrement, la gestion des jeunes joueurs en Russie, c'est toujours un petit peu spécial. Là, le promener en 2-3 ligues, c'est un petit peu. C'est toujours quelque chose qui nous fait sourciller un petit peu ici. L'autre chose, c'est que le Dynamo, pour qui il jouait en MHL, c'est une équipe qu'on dirait que depuis 2 ans, le synchronisme, la chimie, c'est difficile. C'est la même équipe où jouait Chernyshov l'année passée, puis on voit qu'est-ce qu'il donne maintenant qu'il est sorti de là ici en Amérique du Nord. Là. On en a parlé plus tôt maintenant qu'il joue avec Michael Misha. Ouais. Puis, on dirait que ça fonctionnait tout simplement pas. Créait des choses, mais ses coéquipiers avaient de la misère à finir. Quand ses coéquipiers créaient des choses pour lui, lui avait de la misère à finir. Puis, tu sais, à un moment donné, ben, c'est sûr que ça joue dans la tête un petit peu les joueurs. Leur année de repêchage, veulent bien performer. Mais, tu sais, le comment lui se sentait là-dedans, au final, il y a juste lui qui le sait. Assurément, par exemple, depuis qu'il a fait le saut dans la USHL, on voit beaucoup plus le joueur qu'on s'attendait. Peut-être pas celui qu'on voyait comme un top 5, top 10. Mais c'est un gars qui n'a pas tant de failles que ça non plus dans son jeu, mais un petit peu de similitude avec Porter Martin, de qui on vient de parler. Un gars qui a beaucoup de flash dans un match, mais qui a aussi des périodes où on ne le voit pas beaucoup. Mais tu sais, il y a un aspect physique qui est très, très fort physiquement, mais il est capable de frapper fort aussi. Fait que ça, c'est une touche intéressante. Pas le plus grand patineur, quand même une belle agilité, mais il manque un petit peu d'explosion, de vitesse pour se détacher des opposants aussi. Belle vision de jeu, bon tir. Fait que tu sais, il y a beaucoup d'éléments qui sont intéressants dans son jeu. Mais en ce moment, ben, premièrement, je pense qu'on a de la misère à oublier un petit peu le début de saison qui nous a laissé des doutes. Puis c'est pas... le nombre de buts en USHL puis de points,
n'est pas nécessairement représentatif de Non. ce qu'il fait parce que c'est un autre gars, un peu comme Martin, où des fois, il va être au bon endroit au bon moment, puis il va la pousser C'est dedans. opportuniste. Ouais, exact. Puis tu sais, la USHL, c'est pas la meilleure ligue non plus. Là. Moi, Non. je dis tout le temps que la USHL, c'est une petite coche en dessous de la CHL. Mais des fois, c'est un peu une lame à deux tranchants parce que la ligue est moins forte, mais tu as aussi des moins bons joueurs pour jouer avec toi. Exactement. Tu es Parce moins que bien c'est. complété. Tu sais, des gars qui font des statistiques en USHL, comme on voit dans la CHL, il n'y en a pas vraiment. Là. Les meilleurs joueurs sont un petit peu en haut du point C'est par plus rare, match. Fait que des fois, effectivement. c'est traître un petit peu dans l'évaluation au niveau des statistiques. Là. Deux défenseurs canadiens qui sont en ascension sur ton classement et sur pas mal toutes les listes. Je parle ici de Jackson Smith, que tu as 17e, qui est défenseur gaucher, 6 pieds 3, 191 livres, qui évolue avec Tri-City dans la WHL. Et que Sean Hutchinson, qui est 19e, défenseur gaucher aussi, 6 pieds 1, 198 livres avec les Colts de Barrie. Donc, c'est deux profils différents, mais ce sont deux défenseurs qui retiennent vraiment l'attention pour leur propre raison. Commençons avec Smith. Là. Jackson Smith a le profil tellement, tellement intéressant. Tu sais, je vous ramène à David pas David Rainbacker, mais David Jiricek il y a quelques années où on regardait aller et qu'on était comme tabarouette que le plafond est élevé, mais le gars qui avait beaucoup de drapeaux rouges dans son jeu. Puis moi, au début de saison, c'est un gars que j'avais quand même très bas dans ma première ronde, mais que j'avais dit, ça prendrait pas beaucoup d'amélioration dans son jeu avec le profil puis les qualités qu'il a pour qu'il puisse monter beaucoup. Puis c'est ce qui s'est passé. Mais c'est un gars que j'ai l'impression qu'il se mettait beaucoup, beaucoup de pression sur les épaules. Pas une grosse défensive avec son équipe à Tri-City. J'ai l'impression qu'il voulait trop en faire, trop prendre cette équipe-là sur son dos. Causait énormément de revirements, énormément de crampes au cerveau. C'était très difficile. Il se faisait passer souvent un peu comme un cône. Mais on voyait aussi des flashs où, tu sais, c'est un gars qui patine comme le vent, là, un des meilleurs patineurs de ce repêchage-là. Il est gros, des bonnes mains, belle vision de jeu, bon tir. Fait que, tu sais, quand on regarde le profil d'ensemble et qu'on voit qu'est-ce qu'il pourrait devenir s'il se développe bien, c'est difficile un peu de le descendre trop, mais là, il y avait beaucoup aussi de signaux d'alarme. On se disait, tabarouette, c'est difficile dans plusieurs facettes. Puis, il y a eu la période des échanges, excuse-moi. Non, vas-y, que tu termines ton point. Il y a eu la période des échanges, puis on a eu, là, je vais l'oublier encore parce que j'ai eu un blanc, le même blanc. Charlie Elick, qui est arrivé avec son équipe. Puis c'est même pas un gars qui joue tout le temps avec Jackson Smith. Des fois, ils jouent ensemble, des fois, ils sont séparés, mais j'ai l'impression que c'est comme si la pression sur son dos avait fait comme je suis plus tout seul, j'ai plus à traîner l'équipe. Puis le nombre de crampes au cerveau puis d'erreurs qui faisait a diminué drastiquement. C'est pas parfait encore, ça arrive encore quand même régulièrement. Mais quand on commence à faire la balance de potentiel talent avec nombre d'erreurs, ben pour moi, la balance commence à s'équivaloir beaucoup plus qu'en début de saison où ça penchait très, très fort du côté qu'on voyait beaucoup les points négatifs. Pour un défenseur qui a autant d'atouts, est-ce que le fait qu'il ait seulement 2 buts t'inquiète? Oui, les points sont plus au rendez-vous quand même, là, 40 points en 55, mais seulement 2 buts, ça sent. Est-ce que c'est un élément qui est justement un red flag pour toi? Là? Pas vraiment, parce que le gars, il a 2 buts, mais il y a des matchs où il va se ramasser avec 3 passes aussi. Fait que je pense que c'est juste pas nécessairement Les un points sont au buteur. rendez-vous quand même. Mais puis souvent, il va descendre beaucoup en zone adverse. Fait qu'il est peut-être dans un angle où c'est moins approprié de prendre le tir puis plus approprié de faire la passe. Mais non, c'est pas quelque chose qui m'inquiète particulièrement. C'est juste que c'est ça. Je voyais un petit peu des similitudes avec David Jiricek, qui était un gars que nous, on avait plus dans les 20 quelques rangs au TSLH, là, je pense, globalement. Je pense que Simon Saint-Lô qui l'avait plus haut dans le top 5, top 10. Mais on avait quand même des réticences un petit peu pour les mêmes raisons, malgré ses qualités. Puis on voit un petit peu, David Jiricek, que c'est difficile de s'établir dans la Ligue nationale, justement à cause de ces choses-là. Donc, Jackson Smith, tu sais, 17e en ce moment, il est un petit peu dans les mêmes ranges, mêmes rangs que j'avais David Jiricek. Puis c'est ça, pour moi, je vois un petit peu le même genre de qualité, même genre de drapeau rouge, malgré qu'Irichek avait un tir absolument incroyable, qui était peut-être un moins bon passeur, plus statique aussi sur la ligne bleue. Tandis que Jackson Smith, pour patrouiller la ligne bleue, est vraiment très, très Il avait bon. été
très bon au dernier Linka. Dans le cas de Hutchinson, c'est complètement c'est un style très différent. C'est pas le plus grand, mais il joue physique. Il aime rudoyer l'adversaire. Il a quand même une touche offensive aussi pour appuyer tout ça. C'est un prototype extraordinaire, là, celui de Keyshawn Hutchinson. Ouais, ben c'est un package complètement unique. Il n'y a pas d'autre Keyshawn Hutchinson dans ce repêchage-là. Non, c'est pas le plus gros, mais il frappe comme s'il y avait 50 livres de plus que ce qu'il y a. Les joueurs veulent pas passer de son côté, ça fait toujours mal. C'est un autre gars qui joue un petit peu toujours sur la ligne. Des fois, il dépasse un petit peu, mais je pense que c'est un gars qui va avoir besoin d'être coaché puis d'être capable de mettre tout son package ensemble. Des fois, il veut en faire un petit peu trop. Puis comme tu as dit, oui, c'est un gars qui a des belles qualités offensives, mais je pense qu'il va falloir qu'il comprenne qu'il y a quand même une limite à son talent offensif. Puis des fois, je pense qu'il veut aller dépasser cette limite-là un petit peu. On va faire trop. Ouais, il produit bien, surtout dernièrement, là, depuis la deuxième portion du calendrier, il produit de plus en plus, mais des fois, il va se faire prendre un petit peu trop haut ou des choses comme ça, un petit peu plus éparpillé. Mais c'est un gars qui est très solide défensivement, très bonne relance, bonne première passe. Puis il est capable d'appuyer l'attaque, mais c'est un petit peu comme ça que je le vois dans le futur, un gars qui va plus appuyer l'attaque qu'amener de l'offensive en tant que tel. Pas impossible, dépendant de l'équipe avec laquelle il va jouer, qu'il se trouve du temps sur, mettons, une deuxième attaque à 5, mais c'est pas un gars vraiment que je vais avoir assez de qualité offensive pour jouer sur une première unité. On vient de parler de deux défenseurs. Il y a été question de Schaefer puis de Hensler rapidement aussi. Mais l'un qui retient le plus l'attention cette année, c'est Radim Mertaka, que tu as au 20e rang. C'est un défenseur droitier de 6 pieds 6, 215, donc un autre prototype ultra intéressant. Et c'est un autre qui a quitté l'Europe, la Tchéquie dans son cas, pour venir jouer son hockey en Amérique du Nord avec les Thunderbirds de Seattle. 30 points en 30 parties, donc ça semble bien se passer de son côté. Donc, tu l'as 20e, Pascal de son côté, le 9e, Simon 14e. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as des. Disons qui est un petit peu moins haut sur ta liste par rapport à ceux des confrères? Là? Ben, je pense que c'est juste une question de des fois. Tu sais, on voit le joueur de la même façon. Quand on a discuté de la façon qu'on voyait ce joueur-là, je pense qu'on avait pas mal on a pas mal tout vu les mêmes choses. Après ça, c'est une question d'appréciation de qu'est-ce que tu aimes plus, qu'est-ce que tu aimes moins du joueur. Moi, ces points, je mets un gros bémol parce qu'en ce moment, Radim Mertka est tout le temps sur la patinoire à Seattle. Fait que je pense qu'il doit jouer à peu près 30-32 minutes par match. Là. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu es 32 minutes, mettons 30 minutes sur la glace. Tu as bien des chances de toucher à la rondelle souvent à quelque part avant qu'elle se ramasse dans le filet. Tu n'es pas nécessairement tout le temps le chef d'orchestre de pourquoi la rondelle s'est ramassée dans le filet. Puis pas pour rien lui enlever, mais tu sais, c'est un gars en avantage numérique qui circule bien la rondelle, mais c'est pas un gars qui va faire bouger beaucoup les boîtes défensives, qui va créer du chaos, qui va réussir à avoir des lignes de passe, puis faire des passes complètement transversales à un autre joueur ou des choses comme ça. C'est un gars qui fait circuler la rondelle de belle façon. Il patine très bien, fait qu'il est capable quand même de faire bouger la boîte un peu, mais c'est pas un gars qui va prendre des joueurs à contre-pied ou autre. Là. Fait que j'ai mes réserves avec l'offensive. Puis défensivement, ben, je le trouve très bon, mais je trouve pas non plus qu'il est élite au point de me dire que je vais le mettre pas loin d'un top 10 parce qu'il est vraiment, vraiment solide. Puis que je me dis, OK, c'est un gars qui est sur une première paire de défensives, mettons, contre tous les meilleurs trios. Fait en ce moment, je le vois comme un gars peut-être qui pourrait avoir du temps sur une deuxième vague d'avantage numérique. Puis encore là, je ne suis pas certain. Je pense que c'est un gars qui va avoir plus d'émissions défensives dans le futur. Puis, je le vois plus comme un gars de deuxième paire qu'un gars de première paire en ce moment. J'aimerais terminer avec toi sur le dernier représentant de la LHJMQ qui est sur ta liste. Puis c'est le fun de le voir là parce qu'il n'était sur aucune de vos trois top 32 préliminaires. On parle ici de Bill Zanon, du joueur de centre de 6 pieds 2 des Huskies de Rouyn-Noranda. Donc, c'est un joueur qui évolue ici au Québec. Belle production encore une fois cette année. Parle-nous un petit peu de celui. J'en avais discuté avec Amélia en début d'année sur les joueurs à surveiller. Il faisait partie de cette liste-là. Ben, c'est le fun de voir monter les échelons. Une belle saison pour Zanon cette saison.
Ouais, ben en fait, je veux pas te corriger, mais je pense que Zonon a même descendu dans ma liste parce que si je me Il trompe était pas, sur ta liste, mais je mes pense qu'il était excuses. 20e. Non, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il était genre 20e là, dans ma liste préliminaire, mais il était à peu près dans les mêmes rangs, là, entre 20 et 23, je pense, dans Je ces pense qu'il eaux-là. n'était pas sur celle de Pascal et Simon, Non, par contre, non, désolé. non. Désolé de l'erreur. J'étais tout seul à l'avoir, puis en fait, je suis encore. Non, c'est pas vrai. Simon Servant, je pense le rentrer à la fin de son top 32. Ouais. Maintenant, je pense qu'il est 32e, justement, dans sa liste. Ouais, gros attaquant. Moi, le début de saison de Belzonon a été plus difficile. Il a commencé la saison à l'aile, ça y allait moins bien. Puis il y a eu une entrevue qui a été faite par Michael Filion du RDS.ca avec son entraîneur Steve Hartley. Puis ça a l'air que c'est un gars qui se mettait énormément, énormément de pression au début de l'année, puis qui essayait d'en faire beaucoup, beaucoup trop. Puis il y a une discussion à un moment donné où il a dit là, regarde, il a dit en fait, quand tu joues à des avantages numériques, tu joues comme tu devrais jouer tout le temps, 100% du temps. Fait que Ouais. bouge tes pieds, puis continue à faire la même chose que tu fais en désavantage numérique, mais fais-le tout le temps. Fais-le sur l'attaque à 5, fais-le à 5 contre 5, puis tu vas avoir du succès. Puis il a décidé de le muter en tant que joueur de centre aussi. Puis pour moi, à partir de ce moment-là, tout a changé. De un, la pression a diminué. Puis de deux, je pense qu'il est en train de devenir un excellent joueur de centre, de plus en plus de responsabilités, de meilleur en meilleur au niveau défensif. Ses couvertures s'améliorent beaucoup, en train de devenir très bon de ce côté-là. Offensivement, je pense que sa vision du jeu, ses talents de passeur sont sous-estimés. C'est un gars qui peut marquer avec son tir, qui peut marquer de proche du filet, qui peut marquer comme bumper, qui peut marquer en passant des défenseurs. Une des choses que je lui reprochais dans le début de l'année, c'est que je trouvais que son explosion était plus difficile. Puis il a pris énormément, énormément d'explosions, surtout quand il va retourner de sa zone pour relancer l'attaque vers en avant. Il a pris énormément de force et de puissance dans ses jambes en peu de temps. C'est un autre gars qui est très, très travaillant. Il ne prend jamais de chiffre de congé, il est toujours là. Capable d'être quand même physique, il est bon en protection de rondelles. Tu sais, il y a le prototype de joueur de centre avec le gabarit, avec toutes les qualités qu'on aime pour la Ligue nationale. Il produit très, très bien aussi. Il y en a qui ont dit que c'était un petit peu la faute à Vero et à Steiner, mais là, Steiner ne joue plus avec eux depuis je dirais une bonne 25 matchs faciles. Puis, oui, Vero, ça aide de jouer avec Vero parce qu'il produit très bien. Très Mais je bon choix. pense que les deux s'aident et non que Zonon produit à cause qu'il joue avec Vero. Fait Les, que, ouais, des très belles qualités dans le cas de Zonon, je trouve. les Huskies aussi sont dans une situation intéressante pour l'approche vers les séries. Ils sont déjà, tout comme l'Armada, qualifiés. Et ça va amener une touche très intéressante pour les éliminatoires cette année dans la GMQ d'avoir Zanon, d'avoir Carbonneau, d'avoir Desnoyers à Moncton aussi, des joueurs qui pourraient aider disons, leur position en vue du repêchage, mais ça va vraiment amener quelque chose d'intéressant d'avoir ces joueurs-là. On vient de parler, Seb, d'une douzaine de joueurs. Il y en a beaucoup plus sur ta liste, évidemment. Donc, j'invite les gens à aller compléter le tout sur les épisodes qui sont en 3 temps du TSLH podcast avec la gang Espoir du TSLH. Encore une fois, là, je salue le travail phénoménal que tu as mis sur cette liste-là. C'est beaucoup, beaucoup d'heures de visionnement. Ce n'est pas disons que les raccourcis ont été laissés de côté, comme tout le temps de ton côté. Donc, c'est vraiment du travail approfondi. Chaque nom sur cette liste-là est étudié. Puis, je te lève mon chapeau sur du boulot phénoménal que toi et les autres membres du TSLH vous produisez. C'est du gros, gros contenu. Et on était très chanceux d'avoir ton expertise ici, autant d'arrêt, Seb. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. C'est tout le temps un plaisir de faire partie du podcast. Petit clin d'œil pour le restant de la saison. Tu as mentionné que tu n'étais pas du genre à jouer du yo-yo avec les joueurs que tu as sur ta liste. Mais si on s'amusait un peu pour se projeter sur la liste de fin de saison, qu'est-ce que tu t'attends sommairement, en gros,
choses qui pourraient se passer. Juste un petit clin d'œil là, sur ce qui nous attend pour les prochains mois. Là. Ben, tu sais, je ne veux pas partir sur comme trop large, mais mettons, si je me concentre sur, en ce moment, mon top 10, j'ai parlé un petit peu plus tôt qu'à moins qu'il se passe vraiment quelque chose, ma patience risque d'atteindre sa limite assez OK. drastiquement avec Logan Logan Hensler. Hensler. C'est un gars qu'on a vu peut-être 25-30 fois l'année passée avec le programme, fait que il surfe un petit peu sur cette vague-là que j'essaie de revoir le même joueur puis que je reste patient, mais le temps commence à manquer de son côté. Je me suis même demandé si je le droppais pour la liste de mi-saison, puis là, j'étais comme, je vais T'es attendre prudent. encore. Ouais. Puis de l'autre côté, ben, si je prends un gars comme Anton Frondel, s'il continue à jouer comme il a joué en novembre, puis en janvier, puis en février jusqu'à maintenant, c'est un gars qui pourrait très fortement remonter de quelques rangs dans ma liste. Là, parce que niveau potentiel, il commence en ce moment, depuis cette période-là, il commence à ressembler beaucoup plus au Anton Frondel qu'on s'attendait de voir avant la saison, qui était un potentiel top 3, top 4 là, de ce repêchage-là. Et on surveille justement nos défenseurs canadiens qui montent, les Jake O'Brien, et surtout ton boy Carter Bear qui, qui fait parler grandement de lui avec raison. Donc, Moi, Carter Bear, c'est un gars que j'avais 9e dans ma liste préliminaire. Fait que je suis content de voir que c'est les ça, gens l'apprécient de exactement. plus en plus parce que il n'y a rien qui a changé dans son jeu. Je pense que c'est juste que les gens ont commencé de plus en plus à le découvrir à mesure que la saison avance. Là, mais Tu avais vu clair dès le départ dans son cas. Donc, tout honneur est à toi pour ce flair-là que tu as eu à son endroit. Donc, j'espère que ça a rajouté de l'intérêt envers le repêchage 2025, qui n'est pas le plus, avec la profondeur la plus intéressante, mais qui, somme toute, a vraiment un noyau qui est digne de mention. Ça vaut la peine d'en parler, ça vaut la peine d'approfondir nos connaissances envers ces espoirs-là parce que nombre d'eux vont avoir une belle carrière dans la Ligue nationale. Donc, encore une fois, merci de nous avoir mis en contexte et de s'être lancé justement dans cette connaissance des espoirs pour le prochain repêchage 2025 de la LNH. Donc, je te dis encore une fois un gros merci, Seb. On se dit à une prochaine. On se reparlera un petit peu avant l'été là, pour mettre justement la table pour ce repêchage, si tu le veux bien. Ça fut un plaisir de t'avoir autant d'arrêts. Puis, bonne fin de saison du scouting à toi. Là. Merci, pareillement à tout le monde. Merci de m'avoir reçu. Alors, merci à tous d'avoir été présents et on se dit à un prochain épisode du Temps d'arrêt.